Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur l'émission Charlie Baumgartner. C'est ça. Merci pour l'invitation, Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Écoute, je suis ravi, Charlie, de t'accueillir sur l'émission. Et d'autant plus que on va parler de mental, mais on va surtout aussi parler de toi, de ton parcours, de ton métier qui n'est pas forcément connu de tous, du grand public. Donc je trouvais ça intéressant que tu viennes aussi un peu nous parler un peu de ton parcours, de ton métier, des éléments que tu mets en œuvre aussi sur le plan du mental au quotidien, pour t'aider, j'ai envie de te dire, à avoir un mental gros. Le gros mindset. Voilà. Et du coup, bienvenue dans l'émission. Et puis, écoute, on va essayer de se régaler pendant 1 heure à t'écouter. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire un peu ce que tu fais? Donc, je suis gros hacker depuis 1 an et demi officieusement depuis 2 ans, en tant que freelance. Donc, j'accompagne des TPE, PME et freelance à développer leur croissance, que ce soit sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram ou Facebook, et aussi via des campagnes de prospection par mailing, par mail. Ok, alors comme je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas trop, enfin il y a plein, c'est un peu, alors moi je sais de quoi tu parles, mais du coup est-ce que tu pourrais vulgariser un petit peu, c'est quoi le gros et comment on s'en sert au quotidien dans les entreprises ou même pour un freelancer, je pense. C'est pas trop compliqué en fait, c'est récupérer de la donnée, de la data pour atteindre sa cible. Donc il y a plusieurs phases. On a déjà la phase où on va créer la création et la conception des personas, donc pour trouver son client idéal, sa cible idéale. Et après, toute la phase de test pour tester les différents canaux d'acquisition et les stratégies de prospection, les stratégies pour toucher sa cible. Et après, il y a tout ce qui est la partie un peu plus technique qui est maintenant un peu moins avec le no-code pour trouver le meilleur canal et utiliser les meilleurs outils pour prospecter. Ok. T'as dit un mot barbare que, comme tout le monde, je sais pas, je pense pas que tout le monde connaisse le no-code. Si tu peux me dire un petit mot sur le no-code. C'est effectuer des tâches informatiques, des tâches techniques sans coder. Donc un exemple parfait que tout le monde peut connaître, Wallaxy, qui permet de récupérer des prospects en un clic sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Après, moi, j'utilise beaucoup de code dans mes démarches parce que j'aime bien ça et c'est aussi pour avoir un autre levier d'acquisition et surtout avoir une offre différente de mes concurrents. Et souvent, on est un peu limité avec le no-code à cause des restrictions que les réseaux sociaux peuvent nous mettre dans les roues. Donc, il faut souvent passer outre pour arriver à ses fins. Ok, comme ça au moins c'est clair dans l'esprit de tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écouteront et qui sont pas forcément, on va dire, dans cet univers-là. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant. C'est un peu
l'objectif du podcast. Allez découvrir. Je suis sûr que tout le monde utilise du no-code maintenant. Sans oui. le savoir, en fait. C'est vrai qu'il faut mieux vulgariser ces termes-là pour que tout le monde puisse comprendre, mais on nous l'utilise tous. Oui, complètement. Tous ceux qui font des sites avec Wix. C'est ça, c'est du no-code 100%. Donc voilà. Donc, écoute, super, on va pouvoir venir introspecter un petit peu la dimension de ton mental à travers ton histoire, mais également ta profession. Avant cela, tu vas passer l'épreuve, le warm-up que tous mes invités ont avant d'échanger en profondeur sur le mental. C'est le fameux portrait chinois et le petit questionnaire de Proust que je vais te demander de répondre à quelques questions, si t'es OK. Je suis OK. Alors, Charlie, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Bonne question. Orange. Le orange, c'est une couleur à la fois chaleureuse, mais pas tant que ça, pas plus que du rouge ou du jaune. Et c'est aussi une couleur qui va bien au teint. Et Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel? La fin de journée, pour sortir et décompresser après une journée de solitude du freelancer. Donc retrouver mes potes qui sont pas du milieu et pouvoir échanger avec eux sur des sujets autres que le marketing digital et prendre des taquets quand je parle un peu trop Startup Nation pour donc ça se remet, c'est bien, ça permet de décompresser et de parler avec des gens, des vrais gens en fait, pas des gens qui parlent que de se caler qu'à part moi, ce genre de choses qui Ok. Si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, ou qui autrement qui t'a marqué vraiment au cours de ton histoire, ça serait quel livre? J'en ai plusieurs, mais alors celui qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, c'était Le Démon d'Hubert Selby Jr., où c'était mes premiers pas dans la littérature contemporaine américaine. Et c'est l'auteur qui est peu connu en France, mais c'est donc Requiem for a Dream, le film que tout le monde a pu voir de Darren Aronofsky. C'est lui l'auteur de ce livre, et donc dans Le Démon, ça parle du mal, du côté obscur qu'on a tous en nous et qu'on peut soit y renoncer, soit vraiment le comprendre sans l'utiliser, ou comme le héros du livre en fait, qui lui l'utilise vraiment beaucoup en tuant des gens, en volant, en faisant pas mal de choses qui ne sont pas aptes, qui ne sont pas adaptées à la société. Et j'ai lu ça, j'avais 15 ans, et ça a été assez marquant, surtout à une période où on est en pleine introspection, en pleine recherche. Donc ça a été intéressant, et ça m'a permis aussi de découvrir plein d'autres auteurs de la littérature contemporaine américaine qui sont très intéressants sur leur côté trash et leur côté de dévoiler le méfait de notre société, de la société contemporaine et moderne qu'on peut vivre au quotidien sans le savoir et sans les gérer comme on. Si tu devais être une qualité, quelle qualité serais-tu? Bonne question. La générosité. J'ai toujours été partageur avant de travailler dans le marketing digital, et là j'ai pu le ressentir que c'était une des qualités quand même primordiales qu'on doit avoir au quotidien, et surtout dans ces métiers-là, en fait, partager, offrir de la valeur sans attendre de contrepartie, sans attendre de retour derrière. C'est quoi ton principal trait de caractère? L'impatience. Je suis assez impatient, mais beaucoup trop. Si tu devais nous dire une citation, laquelle te vient spontanément à l'esprit? Une image vaut 1000 mots de Confucius. Ah ouais, elle est chouette. Elle est chouette. Et puis elle a l'air du temps, puisque finalement on regarde plus d'images maintenant que ce qu'on lit. C'est ça. Et puis c'était un précurseur, parce qu'il a écrit ça au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. Donc il avait déjà tout compris. Hein. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui. Il le tient déjà, puis après j'en découvre tous les jours grâce à LinkedIn et grâce aussi à une veille
automatisé sur Spotify, donc sur des thématiques liées à mon business, mais aussi à des thématiques autres que le marketing. Si tu devais te faire un trio gagnant de podcasts à écouter, ce serait lesquels? Le tien, celui de Caroline Mignot et celui de Ophélie Farech c'est sur la vie orgasmique, qui est très intéressant. Parler de cul, c'est cool. Ok. Si tu devais incarner au cinéma un philosophe, ce serait lequel? Nietzsche. Je suis un fan de sa pensée depuis très jeune et surtout j'ai eu une période nihiliste quand j'étais adolescent et sans vraiment rentrer dans le concept du nihilisme, mais voilà, ça me plaisait ce côté un peu je m'en fous, c'était intéressant. Après j'ai développé en philo pour voir que c'était pas si bien que ça, mais on a tous un peu un côté nihiliste en nous qui reste, je pense. Hein. Là, moi j'en ai un. Ok. Si tu devais choisir un seul réseau social, tu choisirais lequel? Pour le business ou pour le perso? Ah ben alors on va faire un de chaque. Pour le business et pour le perso. Lequel tu choisis? Ah ouais, c'est Instagram pour le business et parce qu'il y a une difficulté en fait qui est sur LinkedIn, c'est assez simple avec tous les outils à notre disposition pour récupérer la data. Instagram, c'est un challenge de tous les jours vu que souvent l'algo peut changer, donc il faut toujours adapter son outil pour récupérer les datas. Pour le perso, YouTube, parce que ouais, YouTube. J'aime bien ce côté. Je découvre YouTube un peu plus avec le gros hacking, parce qu'avant j'étais vraiment pas adepte de YouTube. Je comprenais pas trop le délire de regarder des vidéos qui souvent n'apportaient pas autant de valeur ajoutée. Et là, j'ai pu redécouvrir des YouTubeurs intéressants. Et même maintenant pour le perso, ça devient un bon média pour avoir des informations et découvrir plein de choses. Mais tu sais que cette interview, elle sera sur YouTube. Ah oui, oui, en plus. Ce sera ma première vidéo YouTube. Bon, ben voilà. Un pays qui t'inspire et où tu serais capable d'aller vivre. Canada, Québec, plus précisément. J'aime bien leur mentalité à l'américaine, mais c'est un peu moins américain dans le mauvais sens du terme. Et puis, les paysages sont intéressants. Et puis, avoir enfin un vrai hiver avec de la neige, tout ça, ça peut être cool à vivre. Après, je me mets quand même quelques freins parce que le froid va être compliqué, je pense, à subir les moins 20 degrés comme là-bas, là, quand ils ont des tempêtes de neige. Je sais pas si en tant que Français et surtout Parisien où l'hiver on connaît pas trop, est-ce que c'est possible de vivre dans des conditions pareilles? Non, c'est clair. Bon, après, je pense qu'on s'habitue à tout. Hein. Oui, c'est ça, mais après c'est compliqué, je pense, au début et après on s'habitue. Allez, une petite dernière. Une personnalité féminine qui t'inspire. Bonne question. George Sand, où ça a toujours été, c'est mes premiers pas dans le féminisme avec le deuxième sexe, où c'est un livre intéressant et c'est surtout les combats qu'elle a pu mener à son époque et à voir que on est toujours, il y a pas grand chose à changer. Il y a quand même eu des axes d'amélioration, mais j'ai l'impression qu'on régresse dans notre société moderne pour ce qui est de la place de la femme dans notre société contemporaine et occidentale et même dans d'autres pays. C'est vrai, t'as pas tort. Ok, ben écoute, on a fait un peu le tour. On connaît un petit peu plus tes reliefs et un peu ce que t'aimes et ta personnalité. On va rentrer un petit peu plus dans ton parcours. Ton parcours, tu peux nous l'expliquer un petit peu comment on fait pour en fait faire le job que tu fais? Il faut faire quoi comme études? Comment on fait? Moi, j'ai pas fait d'études à proprement parler. J'ai fait, donc moi, c'est une reconversion professionnelle. Avant, je bossais dans l'hôtellerie. Suite à la pandémie, donc j'ai dû arrêter cette profession-là.
J'ai fait une première formation en web marketing et digital pour comprendre les métiers du web et trouver le job qui matchait le mieux avec mon expérience passée et ma personnalité. Et donc j'ai sur un module où on parlait de marketing digital et on présentait le gros hacking. C'est ce qui m'a plu tout de suite. Donc j'ai fait le bootcamp de la Rocket School qui forme sur le gros hacking et le business développement. Et donc c'est une formation en plus en alternance, donc qui est intéressante, qui est diplômante avec un master à la fin. Mais comme moi, le salaire d'apprenant n'était pas l'idéal, parce que 1 200 € par mois quand tu en touchais le double, voire le triple en hôtellerie. C'était un peu compliqué, donc à côté j'ai commencé le freelance et j'ai eu du succès en visant bien le public, l'audience cible et mon client idéal et j'ai été victime de mon succès, donc j'ai arrêté après la formation. Mais ça a été une très bonne formation. Après il y a aussi la formation de Kevin Dufresne sur le gros hacking qui est très intéressante pour apprendre le métier parce elle est assez rapide, en 2-3 mois on peut apprendre vraiment toutes les bases du métier et il offre beaucoup de valeur dans cette formation. Donc, c'est intéressant t'avais quand même comment dire, t'avais quand même des appétences et t'aimais déjà beaucoup l'informatique quand même. Oui, bah après pendant le premier confinement, je me suis formé en autodidacte sur le code, donc tout ce qui était l'HTML, le CSS et le JS et un peu de Python. Donc j'avais déjà quelques bases et j'ai toujours eu de l'appétence pour le web. Étant un millennial, on était toujours quand même porté par cette technologie et par tout ça. Ok, bah comme quoi le confinement a eu du bon aussi pour se Oui, reconvertir et faire autre chose, hein. c'est ça. Et puis je faisais du gros hacking en hôtellerie sans le savoir à la base en fait. Toutes les séquences de mails, campagne d'emailing, les mails avant séjour, après séjour. Donc, je faisais un peu sans le savoir et en plus sans aucun outil adéquat et adapté. Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? Bah, c'est que j'ai jamais renoncé à ce que je voulais faire et surtout je me suis jamais posé trop de questions, hein. On peut avec deux différents échanges que j'ai pu avoir avec des solopreneurs ou même mes anciens camarades de promotion où je ressentais beaucoup le syndrome de l'imposteur chez eux alors que je l'ai jamais eu ou ce genre de problématique en fait que je me pose pas trop de questions, je fais les choses et après je vois les conséquences, je me mets pas de frein pour quoi que ce soit parce que sinon on n'avance pas, selon moi on n'avance pas si on se pose trop de questions. Ouais, c'est vrai. Des fois, vaut mieux agir que trop réfléchir. Oui, après on verra, on verra les conséquences en fait. Je suis adepte du fail and learn, donc voilà, je suis là pour échouer, pour apprendre. Ok. De quoi tu es le plus satisfait là, aujourd'hui? Bah, j'arrive à générer des leads grâce à mes posts, donc ça c'est une satisfaction. J'ai plus trop besoin de prospecter. J'ai des bons retours sur ce que je mets en place comme stratégie, qui sont assez inédites. Donc ça, c'est toujours une bonne satisfaction et ça fonctionne en fait. Donc ça veut dire que j'ai bien j'ai bien essayé tout ce qu'il fallait pour arriver à mes fins et pour les clients. Donc ça c'est assez cool en si peu de temps en fait. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps pour développer du business. Donc non, ça a été assez rapide, assez rapide. Si je te dis rendre possible impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours ou pas? Oui, tout à fait. Bah, c'est avec plusieurs reconversions à mon actif, donc la dernière, oui, je me suis jamais posé de limite et je me pose jamais de limite, me dire non, je pourrais pas le faire, c'est pas possible. On peut tout réussir en fait, tout faire si on croit en soi, si on se motive et si on apprend en fait de ses erreurs et de ses échecs. Si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment ce mot?
C'est je pense, une partie des plus importantes pour l'humain. C'est avoir un mental puissant. Puissant, ça aide à avancer dans ses projets et dans même sa vie au quotidien. Si le mental est fragile ou faible, je pense qu'on a plus de mal à avancer dans sa vie. Et après, ça se travaille aussi beaucoup. Si tu devais définir une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment cette personne? Qui n'a pas froid aux yeux, qui ne se pose pas aussi trop de questions, qui fait les choses et qui n'a pas peur de concevoir, de créer des choses, du business, ou même dans la vie perso, d'aller vers les autres, d'avoir un mindset de winner. Ok. Alors, toi, est-ce que tu utilises des astuces, des outils, des méthodes pour t'aider mentalement? Oui, après, je suis adepte du growth mindset, donc toujours avoir un mindset en croissance. Donc, toujours se renseigner sur les nouvelles techniques, faire de la veille souvent, donc pour toujours avoir le plus d'idées possibles et le plus de sources à exploiter par la suite. Et des outils comme la sophrologie, l'hypnose, la cohérence cardiaque, est-ce que c'est des outils que tu utilises ou pas, du coup? Non, après méditation, je fais un peu de méditation 2 à 3 fois par semaine. Après, je suis un peu limité par le temps, mais ça, ouais, je médite. Après, sophrologie, non, je connais pas plus que ça. Hypnose, j'ai essayé pour arrêter de fumer, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que ça peut fonctionner. Soit c'est ce que on m'a dit sur LinkedIn, il faut y croire, mais j'y croyais, mais je pense que il a eu du mal à rentrer dans ma tête, l'hypnotiseur. Il y a du mal à rêver. Je crois que personne peut rentrer dans la tête des autres. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Non, mais c'était pour savoir s'il y avait des outils. Après, il y a les outils connus et puis il y a les outils qu'on peut s'inventer nous-mêmes. Hein. Je dirais, parfois, il y en a qui juste écouter de la musique, avoir une playlist, ça va leur permettre de se conditionner pour aller à leur travail, pour aller faire un combat, pour aller courir, enfin, tu vois, pour donner de la motivation. Ben voilà, il y a plein d'outils. Il y en a qui vont avoir besoin de jouer de faire de la musique et je sais pas, moi, faire du piano ou ça va les distraire, ça va les amener à penser à autre chose. Il y a tellement de choses qui sont tellement personnelles dans les outils que voilà, la question, ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu utilises pour te faire du bien, pour te concentrer ou pour, tu vois, gérer des moments de stress, quoi. Après, je suis pas trop enclin au stress, ayant travaillé dans l'hôtellerie, donc j'ai baigné un peu dans le stress au quotidien, entre guillemets, hein, où tu avais quand même une certaine pression. Donc je suis pas enclin au stress. Après, oui, playlist, mais c'est plus en travaillant. Donc après, je sais pas si ça doit quand même un peu m'aider à me concentrer, ou des fois, je coupe totalement la musique pour vraiment mieux me concentrer. Donc, j'ai pas d'outils pour la concentration, en fait. Ça va dépendre du mood, en fait. C'est surtout ça, j'ai l'impression. On va parler un peu de confiance. Comment tu construis ta confiance? Est-ce que c'est une confiance qui s'est bâtie au gré des expériences ou c'est quelque chose que tu as toujours plus ou moins eu déjà, bâti dès l'enfance? Comment ça se passe pour toi? Ça a été inné. Je l'ai eu déjà assez jeune. Bon, j'ai fait du théâtre, donc ça a dû aider pour la confiance. En fait, que monter sur les planches, tout le monde ne peut pas le faire, ne peut pas le faire. Et après, elle s'est développée aussi avec les expériences que j'ai pu avoir dans les différents métiers que j'ai pu exercer. Et l'hôtellerie m'a beaucoup aidé à avoir cette confiance en moi pour vendre, pour échanger aussi avec les clients, toujours être confiant en fait. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, le fait de monter sur les planches, d'oser le regard des autres, d'oser s'exprimer par rapport à une pièce de théâtre et tout ça, c'est vrai que c'est un bon outil de développement de soi.
Et c'est très intéressant. Comment tu te positionnes par rapport au droit à l'erreur? Je suis adepte du fail and learn, donc le fail and learn, c'est échouer et apprendre. Donc c'est comme le test and learn, mais un peu plus poussé. Donc échouer ne me dérange pas plus que ça. Ça arrive à tout le monde l'erreur en fait ne me dérange pas plus que ça. En fait, l'erreur est humaine, hein, comme on le dit souvent. Et c'est tant que ça permet d'apprendre et de se remettre en question, pour moi c'est le plus important et c'est même nécessaire à nos métiers et même à n'importe quel autre métier. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Est-ce que c'est quelque chose, du coup, le théâtre, ça a dû forcément t'aider, je pense. Et comment tu l'apprivoises un peu, ce regard des autres? Alors, je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent penser de moi. Après, en fait, tant on peut, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Je suis pas là pour plaire à autrui, en fait. C'est avant tout, tant que je me sens bien dans ma peau, c'est le plus important. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé sur LinkedIn, je m'étais mis quand même quelques filtres pour ne connaissant pas la plateforme ni l'audience. Donc, je faisais attention à tout ce que je pouvais écrire, dire lors des visios ou dans des rencontres professionnelles. Maintenant, j'ai plus aucun filtre. Je vais être le plus naturel vu que c'est ce qui fonctionne auprès des gens et j'ai vu que ça choquait pas plus que ça, pas plus que ça. Non, oui, oui, l'authenticité, c'est important, quoi. Après, comment dire, on rencontre certaines personnes via les réseaux, mais on en rencontre finalement que très peu. Donc, finalement, j'ai envie de te dire, autant laisser briller son authenticité. Et puis, si ça plaira à certains, ça plaira peut-être pas à d'autres. Et puis, au moins, ça attirera au moins à toi ceux qui arrivent à se reconnaître dans ce que tu dis, quoi. C'est ça passe ou ça casse, de toute façon. Mais c'est intéressant, je trouve, comme ça permet de faire le tri, le filtre, un peu comme tu dis, quoi. Est-ce que tu as des astuces, des trucs pour te motiver quand tu n'es pas motivé? Voilà. Après, j'ai jamais trop de baisse de motivation parce qu'en fait, comme j'aime ce que je fais et comme mes journées sont un peu, on va dire, j'ai une certaine routine entre guillemets. Ça va pas plaire à Costas, mais c'est plutôt des rituels vu qu'il est plutôt adepte des rituels. En fait, je suis toujours très très motivé à faire ce que je fais tous les jours en fait, que ce soit via les différentes missions ou les différents clients. Donc ouais, j'ai pas d'astuce pour me motiver. Après une playlist un peu rock 90, ça aide toujours à la motivation. Mettre ça à fond, ça peut aider à se motiver. Et c'est surtout en fait ce qui fonctionnait aussi en hôtellerie, c'était au moins à la fin de la journée, je savais que j'avais accompli quelque chose. Donc c'est ça ce qui me motivait à me dire que voilà, j'ai aujourd'hui réussi à faire cette tâche-là et ça peut que motiver. Avoir une to-do list pas trop avec peu de tâches, mais au moins faire des tâches et les réaliser avec succès et ça c'est peut-être une source de motivation pour moi. Je pense que les auditeurs vont se demander, mais qui est Costas? Ah oui, Costas qui fait partie de la team Refer et qui avait écrit un post sur les rituels et les routines. Et en fait, il expliquait que on n'avait pas de routine, c'était plutôt des rituels qu'on mettait en place tous les jours et qu'il fallait privilégier ces moments-là et développer ces rituels. Tout à fait. De toute façon, moi qui suis quand même amené souvent à côtoyer des athlètes, des sportifs ou même d'autres personnes, on se crée nos propres rituels et souvent, comment dire, avec le temps, on s'en rend même plus compte en fait, on le fait automatiquement. Et souvent, parfois, il faut reconscientiser ce qu'on fait pour l'optimiser ensuite. Le process est là, mais on le fait tellement naturellement, on a oublié comment on le fait en fait. Finalement, tellement c'est devenu automatique. Oui, un peu comme quand un peu comme quand on apprend à conduire, quoi. Je sais pas conduire. Je suis parisien, j'ai pas besoin du permis. Quand on apprend à conduire, au départ, tu es obligé de, comment dire, de connaître un petit peu comment on fait, le passage des vitesses, la voiture, tout ça. Et au fur et à mesure, tu prends ta voiture, tu conduis sans penser à tout ça, quoi. Donc, l'idée, c'est de reprendre conscience de toutes les étapes qui sont nécessaires
pour aller vers l'efficience, la performance, c'est le cas des sportifs, et de pouvoir ensuite optimiser certaines séquences qui permettent, en tout cas, à un moment donné, peut-être d'être meilleur, quoi. Un peu comme tu fais en grosse, je suppose. Quand tu testes des choses, ben, des fois, il y a peut-être certaines petites parties que tu vas améliorer pour rendre le process plus performant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a à chaque fois remettre en question la stratégie ou le process pour essayer une nouvelle approche, pour tester un nouvel outil, un nouveau framework, et tout en constante évolution et en perpétuelle évolution aussi. On va parler de pression et de stress. Tu me disais que dans l'hôtellerie, c'était monnaie courante, la pression. Et comment tu faisais pour la gérer? Bah t'es devant, donc tu la gères au quotidien. Et en fait, quand il y avait soit un problème technique ou un client mécontent, qui était vraiment énervé, bah, tu la prends en pleine face et je la gérais bien en fait. Je savais que si on s'énervait, c'était pas contre moi, c'était plutôt contre la structure. Donc je prenais rien pour moi. Je me disais qui s'énerve contre moi, si ça lui fait du bien, voilà, je prends. C'est un peu ce côté nihiliste. Vas-y, donne et moi je fais le tri de tes émotions de client énervé. Ça a été des fois un peu compliqué. Il y en a une fois où le client voulait vraiment me frapper. Donc ça a été pas compliqué à gérer, mais ça a été ouais un peu compliqué à gérer parce que j'attendais qu'il m'en mette une. Vraiment, je me disais là, vas-y, là il est à 2 doigts d'en mettre une. Si je continue à avoir ce sourire et à ne pas lui trouver de solution alors que on n'était pas du tout en faute. Hein. C'était juste un Gaulois, comme on les appelle dans le métier, un Français chiant. Et, Astérix? Ouais, mais en pire. En pire. Ok. Ouais, parce que c'est pas évident d'être le punching ball des gens quand même. Après, tu te dis qu'ils sont énervés contre faut se rentrer dans la tête que c'est pas contre toi, c'est contre la structure. C'est toi, Charlie, employé de cet hôtel. C'est pas toi, Charlie, de tous les jours. Ils me connaissent pas, je les connais pas, j'ai pas envie de les connaître. Donc ça reste des clients. C'est juste un rapport professionnel qu'on a. Donc après, on n'est pas vraiment formé à ce genre de choses. Tu te formes sur le tas. Et tu dis que sur un client énervé qui va te mettre des coups de pression comme ça, t'as derrière 10, 20 clients qui sont contents et qui te le prouvent soit en te rétribuant un pourboire ou un commentaire intéressant sur les plateformes. Donc ça, ouais. Après, je le voyais comme ça. Hein. Moi, j'avais des collègues un peu plus jeunes et surtout des filles qui, elles, craquaient assez facilement. Donc, ça a été aussi moi, en tant que déjà chef de service, de les former, entre guillemets, à ce genre de pression. Tu étais dans un hôtel luxueux, du coup, avec beaucoup d'exigences? Pas beaucoup d'exigences, mais un 4 étoiles sur Paris, donc un peu dans le style boutique hôtel. Peu de chambres, mais avec beaucoup de services. Et j'estime quand tu payes 300 € ta nuit en basse saison, ouais, il faut que tu sois aux attentes du client, à le chiader de A à Z. Et il y a eu des fois des couacs indépendants de notre volonté qu'on a dû gérer. En fait. Ou des fois à cause d'erreurs humaines de collègues. Ça aussi, c'était compliqué, encore plus compliqué à gérer. Allez, une de mes dernières questions, c'est qu'il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu te situes par rapport à ça? Ah, ben, je suis d'accord, hein. Il faut toujours aller au bout de soi-même et ne jamais renoncer pour quelconque difficulté. C'est ce qui peut des fois, ce qu'on peut des fois retrouver via des témoignages ou d'autres choses où les gens juste une petite difficulté, un petit couac, ils abandonnent et ils passent à autre chose. On peut passer à autre chose pour faire un point avec soi-même et prendre du recul, mais ne jamais abandonner un projet, une idée, une envie. Sinon, ça veut dire on abandonne à chaque difficulté, donc c'est pas intéressant. La vie est faite pour avoir ce genre de difficultés. C'est ce qui est le plus intéressant aussi.
si tout réussit d'un coup, c'est pas drôle. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoute, Charlie, merci beaucoup pour toutes les réponses que tu as pu amener dans cet épisode. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ta présence et tout ce que tu as pu apporter. Et comme le veut la tradition du podcast, je laisse toujours en tout cas la parole et la fin de l'épisode à l'invité pour, on va dire, pour poser quelque chose qui lui tient à cœur et l'exprimer auprès des auditeurs, quelque chose qui a du sens pour toi, qui te tient à cœur, un message que tu as envie de faire passer. Je pense que et travailler en communauté, c'est essentiel dans nos métiers et même dans la vie de tous les jours. Donc j'invite tous les auditeurs à rejoindre ou même à créer des communautés pour se soutenir tous les sujets qu'on a pu évoquer. C'est aussi ce mental que moi j'ai travaillé, j'ai toujours été en communauté dans ma vie, soit avec des amis ou même en communauté professionnelle. Donc je pense que quand on a un coup de moins bien ou un coup des questions, on n'arrive plus à avancer, ce genre de problématiques, c'est bien d'avoir une communauté derrière et une communauté surtout soudée en fait, pas une communauté pour avoir des likes et des commentaires sur LinkedIn, une vraie communauté. Et donc ça peut se créer, ça se trouve, il y a plein de personnes sur LinkedIn qui proposent ce type de communauté. Oui, effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir des gens, j'ai pas envie de dire bienveillants, j'avais des gens gentils qui sont soutenants quand on a besoin, et nous, inversement, quand ils ont besoin de nous, être soutenants pour eux aussi, quoi. Effectivement, t'as raison. C'est vrai que il faut cultiver la gentillesse et l'entraide entre les gens, quelles que soient les compétences qu'ils ont, puisque finalement, c'est la somme des compétences qui font la qualité, souvent, donc. Et on peut pas être compétent dans tout. Donc, c'est important de bien s'entourer de personnes qui pourront, en tout cas, se soutenir dans les différents projets qu'elles mènent, quoi. Donc, ça, c'est super important. Charlie, merci beaucoup. Et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes projets. Voilà, j'espère que tu vas hacker plein de projets cette année. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Merci, Sébastien. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.